Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Salut Kevin. Salut François. Bienvenue dans le podcast. Voilà, impro total. Impro total. Ah là ouais, c'est après une bonne journée de boulot, on commence cette aventure, ce podcast. Aujourd'hui, on va se présenter un petit peu. J'avais une première question. J'ai préparé quelques questions en amont. Non, j'ai rien préparé. La seule thématique qu'on s'est dit, c'est qu'on commençait à se présenter l'un et l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, on va plus me parler de moi. Je crois que c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça. Peut-être ce qu'on peut dire chacun, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ce podcast. Alors, je sais pas si toi, tu as réfléchi du coup, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme valeur, comme message, et puis peut-être un petit peu, teaser un petit peu, qu'est-ce qu'on va dire dans ce podcast, de quoi on va parler, et puis voilà, peut-être qu'on essaie de teaser un peu le truc avant de parler de nous et de nos parcours. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, carrément. Un peu ce qu'on s'était dit juste à la genèse de ce podcast, c'était motiver les gens, inspirer les gens, parce que je pense vraiment qu'on a quelque chose à apporter. On a bientôt 30 ans, toi tu as 30 ans, donc on a un vécu, on a fait des trucs dans nos vies et je pense qu'on peut ventiler certaines idées pour motiver. Ouais. Complètement, je suis d'accord avec toi. Donc motiver sur l'aspect sportif, sur l'aspect entrepreneurial, et puis voilà, élargir. De toute façon. Après, de toute façon, l'idée, je pense, c'est tous les deux, on est des gros consommateurs de podcasts. Donc là, le but déjà, c'est de se dire que ce qu'on va faire, c'est un podcast, c'est une série. Donc là, c'est le premier épisode, c'est peut-être même l'intro. Je sais pas, on verra comment on fait. L'idée, c'est que ce soit une série, que ce soit sur l'année, que vous puissiez nous suivre. Alors voilà, il y en a certains qui vont écouter ce podcast, peut-être qui nous connaissent personnellement. Il y en a certains qui nous connaissent via nos business respectifs. Et puis il y en a qui vont aussi nous découvrir via ce podcast. Donc l'idée, c'est de suivre un peu nos parcours, notamment sur la partie sportive et entrepreneuriat, et puis comme tu dis, qu'on puisse donner de la motivation, de l'inspiration. Et puis nous, ça nous permet aussi de créer du contenu. C'est ça que pour tous ceux qui ont un business, vous le savez, créer du contenu, c'est parfois un peu réverbatif, un peu chiant. Et là, du coup, nous, on aime beaucoup discuter avec Kevin. On parle beaucoup de plein de sujets différents. Donc on s'est dit peut-être que le moyen de créer un contenu sans trop... tout en s'amusant, en fait, finalement, c'était d'échanger tous les deux dans un podcast. Ouais, mais totalement. Écoute, je pense qu'on peut se lancer. J'ai une première question qui est assez compliquée, qui va t'aider à te présenter. Comment, toi, François, tu te définis? Qu'est-ce qui te définit le plus en ce moment? Là, ce qui me définit en ce moment, c'est multicasquette, je pense. C'est le meilleur terme parce que... Alors, c'est peut-être un peu pourri, mais... multicasquette parce que je suis sur 50 trucs en même temps. Et en même temps, du coup, c'est un bon mot pour me définir parce que j'aime bien être sur plein de choses différentes, plein de sujets différents. Tu me connais bien maintenant, Kevin. Tu sais que j'aime bien penser et réfléchir à plein de choses en même temps. J'aime bien quand ça bouillonne et quand j'ai plusieurs projets de lancer en parallèle, c'est ça que j'aime beaucoup. Les périodes de ma vie où j'ai pas eu grand chose à faire, où j'étais sur pas beaucoup d'activités à la fois, c'est des périodes où je suis pas toujours très bien. Donc j'aime bien me blinder d'objectifs, de trucs à faire, et je pense qu'on se rejoint un peu là-dessus aussi. Donc multicasquette. On détaillera ça peut-être un peu après, mais multicasquette, écoute. Plein de projets, plein de boulot, plein de emploi du temps bien rempli. Ok, alors j'ai une autre question concernant toutes ces casquettes-là. Laquelle te galvanise le plus? Laquelle te motive le plus? Sur laquelle des casquettes là t'as le plus de temps à accorder et que tu as envie d'accorder?
Écoute, là, la casquette actuellement qui me prend le plus de temps, c'est j'ai fait une assez grosse pause au niveau de la communication autour de mon entreprise, hein. On en parlera plus tard sur ce que je fais au niveau entrepreneurial. J'ai fait une grosse pause au niveau de la communication. Donc là, ce qui me prend beaucoup de temps en ce moment, c'est de tester des choses, de me remettre une discipline sur la création de contenu, etc. Donc ça, c'est une grosse partie de mon temps de cerveau et du temps de ma semaine. Et puis... en 2022-2023, la chose qui m'a vraiment pris le plus de temps, c'était l'immobilier. Du coup, c'était l'achat de ma maison dans laquelle je suis là. Et ça, c'était très éprouvant, mais c'était très kiffant. Et c'est un vrai aboutissement, un vrai life goal. Donc c'est ces deux casquettes-là en ce moment. Enfin, maintenant beaucoup plus l'entrepreneuriat, mais l'an dernier, c'était plus l'immobilier qui m'a vraiment stimulé et qui m'a vraiment pris tout mon temps, toute mon énergie. Et, à ma future femme aussi, du coup, on s'est mis tous les deux dans ce projet-là. Et là, actuellement, entrepreneuriat. Relancer tout ça, relancer la machine. Et d'ailleurs, ce podcast en fait partie. C'est voilà, relancer une dynamique. Ouais. Et voilà. Ouais, il tombe à pic, hein, parce que effectivement, là, tu voulais relancer ta société. Justement, à ce propos, est-ce que tu es autant excité qu'à tes débuts? J'imagine que tu as moins peur, étant donné que tu l'as déjà fait, tu as déjà eu des grosses réussites. Tu vois à peu près, tu as un visuel sur les cycles hauts et les cycles bas, donc on en parlera, je pense. Comment t'appréhendes là, ce nouveau départ, entre guillemets, de la société? Écoute, tu as raison d'en parler. C'est vrai que c'est un nouveau départ dans le sens où, comme en sport, quand tu t'arrêtes à cause d'une blessure pendant longtemps, tu connais, au bout d'un moment, tu perds tes routines, tu perds tes habitudes. Et du coup, après, il faut relancer la machine. Donc, tu penses que ça va reprendre comme avant sur le même rythme. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu as perdu en niveau, que tu as perdu en discipline aussi, que tu as perdu en pertinence, en qualité, etc. Donc, du coup, il faut te remettre dans le bain. Mais tu as raison, j'ai moins peur parce que la marque elle est déjà existante, il y a déjà des dizaines de personnes, de clients, j'ai déjà eu beaucoup de clients, beaucoup de passés, beaucoup de résultats. Donc en fait, tu repars pas totalement de zéro parce que tu as les acquis du passé. Mais on va dire que ce qui est très frustrant, je trouve, c'est aujourd'hui, les réseaux sociaux se font tellement vite que si tu t'arrêtes pendant un an et que tu reprends, les codes changent très vite. Donc il faut te réadapter et repartir de zéro constamment. Dès que tu as un nouveau réseau social qui sort, il faut te réadapter. Dès que une stratégie a été surexploitée par plein de gens, tu es obligé de créer une autre stratégie, etc. On en parlait tout à l'heure hors enregistrement. Du coup, c'est assez frustrant parce que tu as les acquis, mais tu dois repartir de zéro sur certaines parties, et notamment la partie communication. Donc voilà, il y a une partie un peu frustrante, et puis une partie un peu rassurante où je sais où je vais quand même. Voilà, le produit il est de qualité, le service que je délivre il est de qualité. Ça c'est rassurant. Il y a des témoignages clients positifs, c'est rassurant. Donc c'est rassurant de ce point de vue-là et frustrant du point de vue communication et discipline de soi et soi-même aussi, hein, parce que du coup, la joie qu'il m'a fallu, ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois que j'essaie de relancer. Et là, j'ai mis 3 mois à me rendre compte qu'il y a certains trucs où j'étais plus au niveau d'intensité qu'il fallait, certains trucs où j'étais plus au niveau de discipline qu'il fallait. Et il m'a fallu 3 mois pour le voir. Donc il y a le côté impatience aussi, où tu te dis putain, mais je pensais que très rapidement j'allais avoir un œil assez objectif sur tout ça. Et en fait, laisse tomber. Pendant 3 mois, tu te dis bon, ça va suffire, ça va suffire. Et puis en fait, non, tu repars de zéro là-dessus. Donc vas-y, il faut ressortir les gouttes de transpi et puis y aller, quoi. Et est-ce que quelque part, et c'est quelque chose qui recoupe et dont on en parlera souvent, je pense, dans ce podcast, est-ce que quelque part, ce qui recoupe pas toutes nos activités, sport, entrepreneuriat, etc., même couple, hein, c'est pas la discipline? Est-ce que quelque part, toi, ce qui t'aide pas là, c'est justement le fait que tu as plein d'inconnus, donc tu as toutes ces mises à jour sur les réseaux, surtout que toi, tu fais du marketing digital, donc forcément, tu as plein d'inconnus, tu en parlais, il y a plein de mises à jour. Mais ce qui ne change pas, en tout cas, c'est ta discipline. C'est ok, je me lève, j'ai mon créneau, j'y vais, quoi. Pendant mon créneau de prospection, je vais faire ma prospection. Mon créneau de réseau, je vais faire mon réseau. Ce qui change, c'est les mises à jour. Par contre, ce travail et cette discipline, justement, elle bouge pas en fait. Elle bougera jamais.
Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que toi, t'en penses de cette discipline? Ouais, bah, je pense que la discipline, on y reviendra souvent dans cette série de podcasts. Je pense que c'est une des valeurs principales qu'on veut transmettre tous les deux. C'est vrai que là, ce qui est bien, c'est que quand tu as développé, je trouve, une discipline dans un domaine en particulier, derrière, tu peux le dupliquer pour d'autres domaines. Donc, ce qui est bien, c'est que quand en sport, tu arrives à avoir une discipline sur ta pratique, bah derrière, tu vas pouvoir dupliquer ça pour l'entrepreneuriat. Et puis pareil, une fois que tu l'as pour l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir le dupliquer pour, je sais pas, l'immobilier, pour autre chose. Enfin, l'immobilier, c'est l'entrepreneuriat, mais tu vas pouvoir dupliquer ça sur une autre création de boîte, un autre business, etc. Et ça, c'est génial. Donc ça, par contre, je me rends compte qu'une fois que tu as acquis, c'est deux questions hyper complémentaires. Parce qu'en fait, je disais que sur la communication, tu repars de zéro. Mais c'est vrai que par contre, la discipline, tu l'as toujours. Donc là, on en parlait tout à l'heure et puis on développera ça plus tard. Mais il y a une action de communication que j'ai lancée qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Derrière, j'ai pris 3 heures et en fait, j'ai dit bah non, en fait, ok, ça n'a pas fonctionné. C'est parti, on part sur autre chose et je suis parti sur autre chose. Bon, bah ça, en sport, tu le retrouves. Tu as voulu, toi, je sais pas, en haltéro, tu veux passer une barre, tu n'as pas réussi. La semaine d'après, je suis sûr, te connaissant, que tu as redoublé d'entraînement et tu as revu peut-être revu ta stratégie et tu t'es remis vachement en question. Et la semaine suivante, tu la passes ta barre en fait. Donc, ça, c'est de la discipline, ouais, elle est forte là-dessus. Sur l'échec, tu rebondis, échec, tu rebondis, échec, tu rebondis. Et je sais pas quelle est ta définition de la discipline, mais ça, je trouve que c'est une bonne définition, quoi. C'est malgré les petits échecs pour les sous-objectifs, tu restes fixé sur l'objectif final et du coup, tu rebondis d'échec en échec jusqu'à ce qu'à un moment ça passe. C'est un peu bidon hein, comme phrase de rebondir d'échec en échec, mais en vrai c'est juste fondamental. Donc ouais, la discipline, fixer des routines, effectivement. En fait, il y a aussi que, tu vois, tu me disais, j'ai arrêté enfin, on parlait du fait que j'ai arrêté de faire, enfin, j'ai beaucoup moins communiqué en 2022-2023 sur mon entreprise et du coup, j'ai perdu le rythme. Et en fait, quand tu perds le rythme sur un truc, tu vois que c'est tellement dur après de retrouver ta discipline qu'en fait, du coup, tu n'as plus envie de redescendre à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que les sportifs, je pense, sont vraiment dégoûtés quand ils se blessent. Moi, je touche du bois, je me suis jamais eu de grosses blessures. Mais à mon avis, tu es tellement triste en fait de te blesser parce que tu sais que du coup, tu vas perdre toutes tes routines, tu vas perdre toutes tes habitudes et tu sais tellement le chemin a tellement été long pour réussir à avoir toutes ces routines-là et toutes ces disciplines que tu sais que ça va être super dur, quoi. Et donc, c'est vrai qu'une fois que tu as la discipline, bah, t'as pas envie de la perdre, quoi. C'est bon, je suis fixé, j'ai mes routines et tout ce qui vient perturber un peu tes routines. Alors, des fois, du coup, tu es un peu psychorigide. Hein. Je pense que, je sais pas toi si on te le dit des fois, mais moi, parfois, on me dit, attends, là-dessus, tu es un peu trop rigide, etc. Ouais, mais en fait, si ça saute, si cette routine-là, elle saute, j'ai peur que la routine suivante, elle saute, etc., etc. Donc, si je me suis dit qu'un matin, je dois écouter un podcast et que je peux pas l'écouter, bah, rien que ça, tu vois, ça peut me perturber un petit peu. Donc, tu es un peu psychorigide et je pense pas facile à vivre parfois quand tu es très, très discipliné. Mais il n'y a pas de secret, quoi. Il y a un moment, ça passe par des routines et ça passe par là, quoi. Ouais, mais justement, après, tu parlais des blessures dans le sport, et moi, je sais que j'ai eu l'expérience donc malheureuse de me blesser hein, au genou quand je faisais de la lutte. Donc, grosse entorse au genou. En parallèle de ça, j'avais des gros objectifs en haltéro, donc j'ai dû arrêter pendant 2 mois. Et au final, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux rien faire. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est réfléchir en fait, et tu développes en fait une philosophie. Tu te dis tu as le temps de prévoir. Déjà, tu as le temps de prévoir. Exactement comme tu as fait, toi. Tu as fait une action de communication qui a foiré. Qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, échec mission, mais c'est pas grave. Je m'en reprogramme une autre. Et derrière, tu as été ultra productif. Donc, je pense que c'est ça. La discipline, en fait, elle casse jamais. Elle casse jamais. Parce que même quand il y a un pet, il y a une coquille, derrière, si tu as... et d'ailleurs, voilà, donc je rebondis là-dessus pour te poser la question. Quel est ton historique, toi? Rappelle-toi. J'ai besoin que tu cherches vraiment, parce que ça m'intéresse vraiment, les premières fois où tu as été discipliné, pas pour du sport, pour un business, et je veux une anecdote. Pour un business, donc...
premier business. Ouais, bah, le problème c'est que alors, avant que j'en arrive à mon entreprise d'aujourd'hui et à l'entreprise que j'ai créée, j'ai fait pas mal de tests avant. On peut pas dire que c'était des activités qui fonctionnaient, mais par contre, je suis en train de réfléchir du coup pour laquelle je me suis quand même fixé des disciplines. Déjà, avant de créer mon entreprise, je m'étais fixé la discipline déjà d'aller une fois par an ou 2 fois par an à des événements dédiés aux entrepreneurs. Donc ça, déjà en soi, c'est une discipline parce que quand t'as, je sais pas, alors du coup, il faudrait que je me souvienne quel âge j'avais, mais je sais pas, c'est aux alentours des 16, 17 ans. Non, peut-être j'abuse un petit Ouais, peu. c'est Non, tôt. non, ouais, alors j'abuse peut-être un petit peu. Et encore que l'autre jour, je suis retombé sur les premiers bouquins que j'ai achetés qui parlaient un peu d'entrepreneuriat. Je suis retombé sur Robert un. Kiyosaki. Ah oui, Robert Kiyosaki, non, ça arrive un peu plus tard, mais je me souviens que j'ai retrouvé quand on allait au salon de l'étudiant. Donc, salon de l'étudiant, tu y vas en post-bac, hein, tu y vas pas avant. Donc, c'était vers les 18 ans. Le bac, tu le passes à 18 ans, si je dis pas de conneries. Ouais, ouais, ouais. Donc, post-bac, j'étais allé à un salon de l'étudiant et déjà, j'ai retrouvé un flyers d'un stand qui parlait d'entrepreneuriat, quoi. Donc, déjà à 18 ans, je pensais à l'entrepreneuriat et à créer mon entreprise. Donc, à partir de là, j'ai commencé 1 à 2 fois par an à aller à des réunions d'entrepreneurs. Donc ça, c'était une première discipline. Deuxième discipline, ça a été assez rapidement quand même de lire des livres qui portaient sur l'entrepreneuriat. Et alors du coup, sur un business en particulier, à un moment, je m'étais penché sur le trading, figure-toi. Alors ça, je pense même pas te l'avoir déjà raconté, et encore Si, peut-être à ouais, l'époque, tu peut-être, m'en as- ouais. À l'époque, tu m'en as parlé. Ouais. Donc le trading, c'est quand même enfin c'est pas quand même, c'est une sacrée discipline parce que tous les jours tu dois être sur tes tableaux, etc., etc. Et pendant toute une période, en plus c'était je crois que ça s'appelle du short, donc c'est tous les jours vraiment, tu trades tous les jours. C'est pas du trade long terme, je crois que c'est du trade court terme, c'est ça le terme, je crois. Et tous les jours tu dois être, et donc tous les jours tu dois apprendre et tous les jours voilà. Et j'avais pris une formation pour apprendre ça. Et ça date. Ouais, on habitait dans le centre de Lyon, donc ouais, ça datait un petit moment, quoi. Et donc ouais, première discipline aussi que je m'étais fixée par rapport à un business en particulier, je pense que c'était le trading, où vraiment j'avais pris une formation et tous les jours j'allais dessus, tous les jours j'apprenais, tous les jours je commençais à faire des petits trades en virtuel, etc., etc. Donc c'était du virtuel, hein, c'était de l'entraînement. Mais déjà, discipline de tous les soirs en rentrant. Me mettre sur ce truc-là et puis c'est parti, quoi. Donc au niveau business, je pense que le premier c'était ça. Je pense que c'était la première vraie routine business que je me suis fixée. C'était à la fois ces séminaires présentiels et puis à la fois cette formation et ces applications, quoi, ces entraînements. Mais c'est génial parce que bah, tu vois, j'avais besoin de savoir et je pense que les gens ont besoin de savoir que parfois, quand tu veux, enfin, de grandes choses se fondent souvent sur de petites choses. C'est toujours ça. À chaque fois, on retrouve les mêmes discours dans ceux qui te font des vidéos de discipline, de motivation, etc. Des petits pas. Et là, toi, tes petits pas, tes premiers pas, c'était juste, entre guillemets, hein, parce que tout le monde n'a pas la présence d'esprit de le faire, mais c'était assister à des personnes, alors que toi, tu n'avais aucun business, tu n'avais rien, aucune expérience, juste regarder, écouter et passer du temps avec des personnes qui, eux, avaient un business. Et donc, c'est juste, en fait, se familiariser, rentrer, essayer de rentrer un pied, quoi. Juste de se mettre un pied, quoi. Et en fait, tu as commencé par ça, et je trouve que de voir là où ça t'a mené, ça définit parfaitement cette image de les grandes disciplines se font sur de petites choses. Des petits pas, ouais, c'est clair, c'est clair. Et d'autant plus que à ce moment-là, tu sais pas exactement. Du coup, t'as pas d'objectif précis en plus quand tu essaies de te lancer dans l'entrepreneuriat. Ceux qui essayent de lancer quelque chose et qui regardent ce podcast se retrouveront là-dedans. Je pense au début, tu sais pas trop dans quoi tu veux te lancer. Toi-même, tu es passé par là, tu sais pas trop. Voilà, je vais faire de l'immobilier, je vais faire du trading, je vais faire du... Et encore que moi, du coup, je suis tombé sur toi. Enfin, je suis tombé sur toi. Je t'avais toi. Donc, mais on parlera de moi quand ça sera. Donc ça a pu te fixer, oui, sur un. Mais bon, tu te rappelles, tu m'as dit qu'avant tu avais regardé pour être agent immobilier, ce genre de choses. Bon, t'en reparleras, je pense, mais t'en reparleras. Mais du coup, oui, en plus, donc au début, t'as pas d'objectif, quoi. Donc c'est comme si tu te lançais dans un. Enfin, c'est comme quand t'es gamin que tes parents te mettent dans un sport. Et puis en fait, c'est pas forcément le sport que tu vas faire à la fin. Mais si déjà tu te mets à fond alors que tu sais que ce sera pas forcément le sport que tu vas faire toute ta vie,
Bah, c'est que, voilà, c'est... Donc ouais, ce qui est difficile au début, c'est que tu n'as pas d'objectif particulier, tu sais pas où tu vas. Si personne autour de toi a trop entrepris, bah moi du coup c'était mon cas, c'est-à-dire que moi effectivement j'avais pas grand monde autour de moi qui avait entrepris, donc je savais vraiment pas dans quoi aller. Bah ouais, il y a du terrain à défricher et du coup tu dois te mettre une discipline sans savoir vraiment à la fin quel est l'objectif. Ouais, c'est ça. Donc ouais, à tâtons. c'est ça, à tâtons. Et tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote que je vais placer, mais directement maintenant, juste pour donner un peu le ton de effectivement cette discipline-là. Tu sais que je te parlais là des séminaires. Je suis allé à un séminaire d'immobilier, je m'en suis rappelé il n'y a pas longtemps. Je suis allé à un séminaire d'immobilier de Cédric Anissette. Je me souviens que j'avais tellement peur d'arriver en retard que j'avais pris un train de nuit. Et je suis arrivé, c'était à Paris, donc moi j'habite Lyon, je suis lyonnais et là c'était à Paris. Du coup j'avais pris le train pour Paris très tôt le matin et j'avais fini en fait ma nuit. Je crois que j'avais atterri n'importe quoi. Non, c'était un quart de nuit, encore mieux, quart de nuit. Donc parce que j'avais pas les, voilà, non, attends, on va faire l'anecdote jusqu'au bout. J'avais pas les ronds pour me payer le train, donc j'avais pris les Ouigo, là, je crois que c'était les Ouigo. Faudrait voir si c'était ça. Et j'avais atterri, je vais arrêter de parler du mot atterrir, on était arrivé à Paris tellement tôt que j'avais fini ma nuit, attends, là c'est un truc de SDF fini, j'avais fini ma nuit dans tu sais, les petits halls d'agences bancaires qui restent ouverts au public même la nuit, tu vois, t'as la grille, mais t'as quand même un distributeur qui est à l'intérieur, tu vois. Et ben en fait, je suis arrivé tellement tôt par peur d'arriver en retard au truc que j'ai fini ma night dans le truc de l'agence en mode gros clochard. Et je suis arrivé alors le lendemain au truc, parce que l'agence était pas loin de l'endroit où il y avait le séminaire, quoi. Donc tu me parles de discipline. Bah ouais, du coup il faisait froid, c'est pour ça que j'étais rentré dans le truc, ouais. Donc voilà. Quand t'as froid, on sait très bien que t'es prêt à tout pour avoir un peu de chaleur. Ouais, c'est clair. Et puis j'ai fini dans un café, tu sais, dès que les cafés ont ouvert à 6h ou 6h30, je sais plus, voilà. Donc discipline sans trop savoir, parce que j'avais absolument pas les ronds pour faire de l'immobilier. Donc j'allais voir un truc d'immobilier sans être sûr de machin, etc. Mais pour autant, il fallait que... L'objectif final, il est quand même toujours là, il a toujours été quand même je voulais créer ma boîte, peu importe dans quoi, mais je voulais faire quelque chose. Donc j'avais quand même cet objectif-là qui, à mon avis, m'a donné cette discipline-là. C'était, dans tous les cas, il faudra que tu montes un truc, donc tu te débrouilles, tu vois. Je me suis dit ça à moi-même et go. Ça, c'était à quel âge? Dans ces eaux-là, je pense, puisque ça devait être 20 ans, 21 ans, parce que ça, pour le coup, je pense que j'étais rentré d'Irlande. Donc oui, ça doit être dans les 21 ans. Je pense qu'au niveau chronologie, je vais être à chier, parce que j'ai pas de mémoire. Juste après ton DUT, pendant le DUT, pendant tes études, ou c'était après tes études? Bonne question. Non, c'était pendant les études. Pendant les études. Pendant les études. Super intéressant. Non, après, tout ce qui va être chronologie, je pense que c'est possible que je dise des grosses conneries. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans ces eaux-là et c'est pendant les études. Ça, par contre, c'est sûr. Énorme. Bah voilà, une belle preuve de... Et puis voilà, ça rejoint la loi de cause à effet. Je veux dire, tu fais quelque chose, il y a forcément des répercussions, ça va t'amener à faire d'autres choses. Là, tu as fréquenté le monde de l'entrepreneuriat très jeune au final. Comme tu disais, toi, moi j'ai eu un repère, j'ai eu un bon repère vu que c'était toi. Mais, voilà, je développerai ça plus tard. Mais alors toi, il fallait te fixer tes repères. Et ça s'est passé par là. Cédric Anissette, du coup, juste comme ça, comment tu l'as trouvé? Parce qu'on voit beaucoup passer de pubs, etc. Et je pense que ceux qui nous écoutent sont bombardés de pubs, parce que forcément, les algorithmes, ça tourne autour d'entrepreneuriat, etc. Comment tu l'as trouvé, Cédric Anissette? À l'époque, déjà, effectivement, il y avait beaucoup moins de pubs pour des formateurs business. Donc, déjà, à l'époque, lui, c'est un des pionniers. Je pense que c'est un des pionniers. C'est un des pionniers en France à avoir importé ça des États-Unis, parce que les États-Unis ils sont beaucoup plus avancés au niveau business, donc au niveau mentalité business, donc les coachs du business là-bas ça existe depuis bien plus longtemps. Cédric Anissette du coup il a importé le concept et puis il l'a fait à sa manière et sa manière elle est super. Et du coup j'ai été ciblé par une pub très clairement. Et je pense que par contre j'ai été ciblé par cette pub, alors voilà, peut-être parce que déjà je consommais des contenus, tu vois, via les algorithmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, quand tu consommes un contenu sur les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux-là vont te proposer des contenus similaires qui sont dans sur la même thématique, parce qu'ils se disent tiens ça l'intéresse, donc je vais lui proposer d'autres contenus qui l'intéressent. Et de cette façon, tu restes sur le réseau social beaucoup plus longtemps, puisqu'on te propose que des contenus que tu aimes bien. Donc je pense que j'avais consommé des contenus business. Et que du coup effectivement j'ai eu la publicité de Cédric Anissette, ou alors c'est le simple hasard, mais
Ce qui n'est pas du hasard, c'est que j'ai cliqué dessus quand même à un moment et puis que j'y suis allé, quoi. Donc après, lui, Cédric Anissette, il t'a amené vers 3 trucs différents. Il t'a amené soit vers l'entrepreneuriat, soit vers l'investissement financier, soit vers l'investissement immobilier. Et tout en te disant en même temps que quand tu pars de zéro, ce qui était mon cas en termes de... Voilà, j'avais zéro cash à investir dans quoi que ce soit. L'entrepreneuriat, c'est toujours mieux parce que tu vas te créer du cash, tu vas créer une machine à cash, entre guillemets, qui va te permettre après d'investir dans l'immobilier et puis après d'investir dans des produits financiers, etc. Donc, c'est ce qu'il appelle le... Non, j'allais dire une connerie ici, le cycle du cash flow, quelque chose comme ça. Bref, je ne me souviens plus des termes exacts. Et du coup, commencer par l'entrepreneuriat, du coup, pour générer du cash, etc. Donc assez rapidement, il nous redirige quand même vers la création d'entreprise quand on n'a pas de, tu vois, pas de billets à mettre, pas de ticket de départ à mettre dans l'immobilier ou dans quoi que ce soit. Ouais, donc c'est te créer un capital qui ensuite t'amènera à investir sur de plus grosses choses, plus pérennes. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, complètement, parce que du coup, il t'explique que du coup, une entreprise que tu crées, elle est beaucoup plus fragile peut-être que le marché immobilier ou le marché financier. Forcément, les grosses boîtes du CAC 40 sont plus solides que ton business et que le mien. Donc, in fine, l'objectif, c'est aussi de ne pas miser que sur ton business et aussi d'aller investir sur d'autres choses pour diversifier et des choses peut-être un peu plus solides, l'immobilier, ou voilà, sur le long terme, on voit que l'immobilier, la finance, c'est un peu plus... pérenne que l'entrepreneuriat. En tout cas, voilà, l'entrepreneuriat, à moins que ta boîte du coup, voilà, devienne vraiment un gros truc, c'est important de se diversifier. Et du coup, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est la base, c'est ce qu'on t'apprend à faire. Exactement. Et du coup, voilà, après, du coup, je suis plus parti vers l'entrepreneuriat avec l'idée de lancer une agence marketing. Donc là, du coup, j'avais pris, donc là, c'était une formation qui s'appelait celle de François Denis. Donc on remarquera quand même tout le long qu'il y a le mot formation qui revient, investissement, formation. Et toi, ce sera pareil, je pense. Et voilà. Juste, je glisse ça au passage. Du coup, François Denis, qui a proposé une formation pour lancer son agence marketing. Et là, pour le coup, vu que j'avais déjà fait des études dans le commerce, la com et le marketing, j'avais envie de lancer une agence de communication. Et puis du coup, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. C'est comme ça que ça a commencé. Sa formation était très bien. Elle te donnait toutes les bases pour lancer ton agence marketing. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Puis petit à petit, en faisant une étude de marché, je me suis dit que j'étais assez proche du milieu du sport et je connaissais déjà des coachs sportifs autour de moi. Donc du coup, j'ai lancé une agence de marketing à destination des coachs sportifs. Et c'est comme ça que ça a commencé et que ensuite, du coup, je me suis plus tourné vers le milieu de la formation parce qu'en fait, un coach sportif, globalement, et c'est pas toi qui me diras le contraire, t'as pas les moyens de payer une agence marketing pour faire les choses à ta place, quoi. C'est marrant, j'en discutais tout à l'heure avec Loïc, qui est un coach sportif lyonnais, là, qui me disait qu'il a un collègue qui lui a déjà dit une fois, ce serait bien quand même que j'ai quelqu'un qui rappelle mes potentiels clients pour faire des ventes à ma place, quoi. Et on était mort de rire parce qu'en fait, oui, évidemment, dans l'idéal, ce serait magnifique si dès l'auto-entreprise, tu pouvais déjà avoir quelqu'un qui va faire les ventes à ta place, etc. Mais bon, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc ça se passe pas comme ça. Donc ouais, une agence marketing pour les coachs sportifs, c'était un peu voué à l'échec. J'en vois encore quelques-uns de temps en temps en publicité qui proposent ça pour des coachs sportifs. Clairement, t'as pas de budget quand t'es coach sportif. Et puis, à la limite, si t'as 300, 500 euros de budget à mettre, il faut que ce soit rentable tout de suite. Tu peux même pas te permettre que ce soit rentable sur 6, 7, 8 mois en mettant 300, 400 euros par mois, c'est pas possible. Donc en plus, si tu es en auto-entreprise, tu peux pas faire passer ça en frais, bref. Donc du coup, j'ai plutôt transformé ça en organisme de formation pour apprendre à des coachs sportifs à faire ça eux-mêmes. Et donc c'est aujourd'hui encore l'activité que je fais au niveau entrepreneurial, c'est de donner les bases de la vente, du marketing, de la communication pour des coachs sportifs qui... lorsqu'ils sortent de leurs études, ne connaissent rien à tout ça. Et voilà, tu es passé par là, on t'apprend vraiment les bases. Même au niveau sportif, déjà, tu nous expliqueras, mais je pense on t'apprend les bases des bases. C'est déjà pas très poussé, c'est à toi d'aller chercher l'info derrière. Mais alors, au niveau marketing et vente, c'est pas ça du tout, quoi. Donc voilà. C'est quoi la première chose que tu leur apprends à tes élèves ? Faire une étude de marché pour voir qui ils veulent cibler. Parce que c'est vrai que si déjà tu sais pas qui tu veux cibler, mais ça c'est valable pour le coup dans tous les business, si tu sais pas qui tu veux cibler, tout ce que tu vas faire à côté va tomber à l'eau, parce que si tu élabores une stratégie de communication qui n'est pas
qui ne correspond pas à ce que veulent entendre tes prospects, tes potentiels clients, bah, tu vas tomber à côté. Si la façon dont tu mènes tes appels de vente ou tes rendez-vous de vente ne correspond pas à l'interlocuteur que tu as en face, mais ça va de trucs très simples comme le niveau de vocabulaire, jusqu'au design que tu utilises, jusqu'aux photos que tu mets, jusqu'aux mots que tu utilises dans tes emails, etc. Tout ça, en un seul mot, tu peux faire fuir quelqu'un comme tu peux vraiment le rendre vraiment fan de ton produit. Donc, première chose, étude de marché, qui tu veux cibler, à quel problème tu réponds, quels sont ses problèmes. Et ça, c'est valable pour un resto, c'est valable pour n'importe quoi, c'est valable pour un garage, c'est valable pour n'importe quel business que tu lances. N'importe quel business, voilà. Même un tatoueur. Exactement, même un tatoueur, exactement. Exactement. Et je me suis rendu compte même pour l'immobilier, c'est-à-dire que si tu... la façon dont tu postes l'annonce, la façon dont tu postes les photos et est-ce que tu loues en meublé, pas en meublé, quel type de décoration tu mets, etc. De la même façon, si tu t'es pas demandé avant quel va être le type de personne que tu veux attirer dans le bien que tu mets à louer, en fait, tu loues pas. Exemple, quand on a mis à louer un des biens là qu'on a rénové cette année, il y a un bien, on a mis un mois, on n'a pas eu de visite, pas eu beaucoup de visites, etc. Il y a bien eu 2, 3, 4 semaines, on n'a pas eu de visite, mais parce qu'en fait, on s'est rendu compte que on ne ciblait pas le bon type de personne. Je crois qu'on ciblait à l'époque une famille avec 3 enfants ou quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que la configuration de l'appartement, le tarif ne correspondait pas, le loyer ne correspondait pas du tout pour la commune dans laquelle on est, ne correspondait pas du tout au marché. Et du coup, on a réajusté le prix. Et là, on a trouvé tout de suite des locataires. Donc, peu importe le business, je pense que étude de marché tout de suite, quoi. Et justement, après l'étude de marché, j'imagine que une fois que tu as établi ta cible, et c'est ce qui a été le plus dur pour moi, c'est pour ça que je vais te lancer là-dessus, la prospection. Parce qu'une fois que tu as établi ta cible, maintenant, il faut aller les chercher, quoi. Pourquoi on a peur d'aller vers les gens comme ça? C'est une excellente question et puis qui ne concerne pas que les indépendants, qui ne concerne pas que les coachs sportifs, qui concerne vraiment 100% de la population. Et même, je veux te dire, là, cette année, tu sais, les gens qui écoutent le savent pas, mais du coup, cette année, j'étais aussi sur un projet de création d'agence de communication. Je me suis retrouvé dans ce projet-là avec des gens aussi qui avaient peur eux-mêmes de communiquer, alors que c'est des gens qui sont dans le milieu de la com depuis très longtemps, mais qui avaient peur de mettre leur nom sur les réseaux, qui avaient peur de mettre leurs photos sur les réseaux, qui avaient peur de communiquer en leur nom sur les réseaux déjà. Alors, ça répond pas totalement à ta question parce que toi, tu parles de prospection, mais aussi, ils avaient également peur d'écrire des mails pour prospecter des entreprises. Donc par peur de déranger, par peur de froisser, par peur de saouler, etc. Et surtout par peur que leur image soit... voilà. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Et puis, je pense que c'est un des freins principaux qui empêche d'entreprendre, hein, clairement. Autour de moi, j'en connais certains qui ont envie d'entreprendre, mais je pense qu'une des peurs principales, c'est d'aller oser demander un financement que ce soit une banque ou à des gens qui vont investir, ou trouver des clients. Bien sûr. Trouver des clients. Ouais, clairement. Donc du coup, d'où ça vient? Ça vient. Alors moi, c'est. Alors là, j'avais demandé, on a un pote en commun qui est psy, je lui avais demandé. Lui, il m'avait dit que c'était la peur en fait, que quand tu prospectes, quand tu demandes à quelqu'un, en fait, quand c'est toi qui crée ta boîte, etc., c'est toi qui as le contrôle. Mais quand tu vas demander à quelqu'un si la personne veut acheter, là, tu n'as plus aucun contrôle, quoi. C'est vraiment tu mets ça dans la main de l'autre personne et puis l'autre personne, elle peut juste te dire oui, elle peut te dire non, elle peut te dire non de façon pas très agréable, voire même méchamment, ça peut arriver. Donc du coup, tu te rends en fait dépendant d'une autre personne, tu vois, c'est un peu ça l'idée, c'est que tu ne maîtrises plus, donc tu perds le contrôle et ça c'est très très dur. De la même façon, quand tu crées une communication, quand tu partages une création sur les réseaux sociaux, pareil, tu perds le contrôle. Une fois que tu l'as publié, tu sais pas si les gens vont réagir, pas réagir. Du coup, ça demande un lâcher prise qui est super important. On a un lâcher prise. Voilà, exactement. Donc, la peur du rejet, en fait, c'est la peur du refus, ouais. Du non, la peur du non. Et juste, je rebondis sur un truc parce que il y a quelques temps, j'ai lu un bouquin de Laurent Gounel, il me semble. Donc, c'est un mec qui était avant dans une grande boîte. Mais qui a fini par se reconvertir dans le développement personnel et il a écrit plusieurs ouvrages qui sont super intéressants et du coup il racontait là une histoire d'un mec qui coachait ou je sais plus quoi et il lui avait demandé, un mec qui avait peur du refus, qui avait peur du rejet et il lui demandait justement d'aller demander de l'aide à 3 personnes
Non, il demandait d'aller goûter. Il demandait à des gens qui venaient d'acheter une glace s'ils pouvaient goûter. Il a dit de faire ça à 3 personnes. Et en fait, le mec, tout de suite, s'est dit, mais jamais de la vie, on va m'autoriser à lécher leur glace. Et en fait, il s'est avéré que les 3 personnes, bon, je suis pas sûr si c'est tout à fait ça, hein, mais de mes souvenirs, les 3 personnes ont dit oui. Et c'est ça sur plein d'autres choses. Il demandait aussi il voulait lancer une boîte, donc le personnage du bouquin voulait lancer une boîte, et il lui a demandé d'envoyer, de demander de l'aide à 3 contacts. Et au final, il s'est avéré que les 3 contacts ont accepté de lui donner de l'aide. Donc en fait, c'est souvent une peur je pense, du rejet, du refus, le non en fait, ça fait peur, mais une fois que tu t'en... Et moi, ce qui m'a aidé pour le coup, c'est une fois que tu t'en es pris, je sais pas moi, une centaine, t'es complètement désinhibé, je veux dire, t'en as plus rien à foutre, t'en as plus rien à secouer, de prendre un nom, du coup, tu peux encore plus avancer, et les plus durs sont les 10 premiers, je crois, les 10 premiers noms. Et au final, tu te rends compte que ça fait rien. Je pense que c'est les retours que t'as de tes élèves, parce que... Clairement, ouais, clairement. Clairement, et puis ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est se fixer des sous-objectifs, c'est-à-dire que si effectivement déjà tu t'habitues tous les jours à aller parler à une personne, c'est marrant, j'ai fait un short là-dessus tout à l'heure sur effectivement comment vaincre cette peur-là, c'était d'aller une fois par jour parler à quelqu'un que tu connais pas, c'est tout con, mais ça t'habitue. Et puis, mais ce qui est bizarre, c'est quand même qu'il y a des gens que je connais qui veulent entreprendre, mais qui sont pourtant très sociables et qui le font pas forcément. Alors qu'ils sont très sociables, tu vois. Et pour autant, il n'y a pas de peur de l'inconnu. Tu vas les voir en soirée, ils vont aller parler à d'autres gens. Tu vas aller voir Ouais, mais ils n'ont rien à vendre. En soirée, ils n'ont rien à vendre. Voilà. Alors voilà, la seule différence, c'est effectivement que du coup, tu t'en fous parce que tu as juste à dire des conneries. Et puis voilà, t'as pas d'enjeu, derrière. Ouais. Non, c'est clair. Donc tu as l'ego, tu as un problème d'ego aussi. Donc de réduire un peu son ego et d'accepter que... parfois les gens veulent pas de toi, etc. Mais ça, c'est un gros travail d'ego, d'humilité et qu'il faut faire sur soi. Et je trouve que ça renvoie aussi par... Alors, du coup, on est tous passés par là. Donc je dis ça, moi aussi j'étais dans ce cas-là. Mais ça renvoie aussi un problème que tu as avec toi-même, quoi. C'est que si tu as peur à un moment du refus, c'est que tu n'es pas trop en phase avec toi-même. Et c'est là où l'entrepreneuriat et le commerce et le business, c'est épanouissant. C'est que du coup... quand tu te heurtes face à ça, ça te force à réfléchir sur toi-même et à évoluer. Donc on va parler certainement beaucoup dans cette série de podcasts du sport et des bienfaits, mais l'entrepreneuriat aussi t'apporte des super bienfaits parce que en fait à chaque fois que tu es confronté à une épreuve, c'est toi-même qu'il faut remettre en question et tu passes ta vie à te remettre en question. Et là en l'occurrence, c'est remettre en question le truc de en fait c'est bon, les gens refusent mon produit, mon service, mais en fait c'est pas grave, quoi. Je vais pas en crever et je vais passer au-dessus de ça et j'ai d'autres trucs dans ma vie plus importants que ça. Enfin voilà, c'est des façons de relativiser et ça dénote quand même une fragilité qu'on a tous un peu naturellement. Voilà, et du coup une fois que tu as réussi à la passer, comme tu dis, tu t'es pris 10, 20, 30, 40 refus, et ça c'est le temps aussi qui fait son œuvre, hein. C'est le temps, au bout d'un moment, c'est vrai que t'en as plus rien à faire, quoi. C'est clair et net, quoi. Là, tu vois, tout à l'heure, je te disais, mon action de communication, elle foire. Il n'y a pas de déprime, pas de machin. Non, direct. Au contraire, c'est un trampoline, le truc. Au contraire, je t'ai écrit, je t'ai dit, bon, là, tu vois, j'ai foiré. Non, mais t'inquiète, là, je vais prendre 3 heures et puis c'est bon, ils vont tous aller se faire, voilà. Le mec qui nous a lâché 35 vidéos. J'ai tourné 25 vidéos, les gars, vous êtes pas prêts. Là, ils vont voir mon gros net partout, là, c'est fini, là. Donc, un échec, tu rebondis dessus et... Donc voilà. Donc oui, prospection, gros. Mais de toute façon, j'ai même envie de dire, je pense que même si t'as un resto, tu peux avoir cette peur-là parce que tu vas cuisiner un truc, t'as peur que les gens ils trouvent que c'est pas bon ce que tu proposes, que c'est pas au bon prix. Tu vas dire tiens mais je suis plus cher qu'un tel alors qu'un tel il cuisine depuis 20 ans, etc. Donc ça te met face à beaucoup de questions existentielles. D'ailleurs, on va parler de ce volet sportif avec toi, c'est que t'es boxeur. Tu boxes depuis plus de 10 ans, je crois, un truc comme ça. Un petit peu moins, écoute, j'étais là pour le coup, je sais quand j'ai commencé, je me souviens, forcément quand tu prends des patates, tu te souviens de quand c'était. C'est ce que j'allais dire. Ça pour le coup, j'ai commencé, j'étais en bac plus 2, j'étais en DUT, en deuxième année, donc oui, c'est un peu moins de 10 ans quand même, c'est un petit peu moins de 10 ans, c'est c'est 2013. Ah, remarque, t'as raison, 10 ans. Ouais, tu vois, 2013. Voilà. Ouais, 2013, ouais, bien vu.
Et donc, ouais, j'y vois là une belle analogie parce que je pense que les premières patates, bon, je m'en suis prise aussi à l'armée, mais on y reviendra, mais je comprends tout à fait. Donc, les premières patates, t'es là, tu fermes les yeux, tu sais pas quoi faire. Pareil pour les premiers refus en prospection. Je veux dire, je me rappelle, je t'envoyais des messages, j'étais là, François, est-ce que je lui réponds? François, est-ce que. Et là, t'étais là, mais oui, tu lui réponds, bien sûr que tu lui réponds. Et en boxe, c'est pareil en fait. Le mec te met une patate, évidemment que tu lui mets une patate. Et, ouais, ça m'avait beaucoup aidé. Oui, c'est vrai que. Alors oui, clairement. Alors, tu vois, regarde, ça fait une bonne transition aussi parce qu'on parlait de l'ego et du coup, la boxe te permet, les arts martiaux de façon générale, parce qu'on va même pas réduire à la boxe, mais les arts martiaux, je pense te mettre assez serein avec cette histoire d'ego parce qu'en fait, peu importe que tu sois PDG d'une multinationale euh, ou je sais pas, ou l'artisan du coin. Dans tous les cas, quand tu es sur le ring ou sur un tatami, tu te retrouves tous les deux le nez dans la mouise. Alors, soit à la boxe, tu vas te mettre des patates, soit les sports de sol, tu vas te retrouver le nez dans le tatami. Donc, en fait, ça enlève de l'ego et enfin, ça te permet de mieux, voilà, de mieux gérer ça. Et il y a plein d'autres façons de le faire, mais les sports de combat, je trouve que c'est une super façon de le faire parce que, tu vois, la musculation, tu as ce côté quand même où tu vas à la salle, en plus tu gonfles, etc. Donc tu es devant le miroir, et puis tu es debout, tu vois, enfin tu transpires. Donc certes, il y a l'aspect transpi, etc. Mais c'est quand même propre, entre guillemets. La salle, normalement, la plupart des salles sont propres, normalement, à peu près. À peu près. Donc c'est vrai que la muscu, on en reparlera, apporte plein de choses. Mais par contre, ou le tennis, ou voilà, il y a plein d'autres de sports qui apportent des trucs. Mais à partir du moment où ton intégrité physique elle est en danger, t'es obligé de travailler sur toi et de travailler sur ton ego aussi. Parce que tu vas te dire, souvent, à notre époque où il n'y a pas. Enfin, tu te dis, pourquoi je vais aller me mettre des patates, ça sert à rien. Pourquoi, tu sais, en plus, c'est ça, d'autant plus si tu es PDG d'une boîte ou je sais pas quoi, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que je vais aller me retrouver le nez dans le tatami avec l'artisan du coin, machin, etc. Mais en fait, ça va t'apprendre tellement sur toi et ça va tellement en fait t'apprendre à enlever cet ego. Et puis tu vas être ridicule au début. Enfin, de toute façon, ça c'est vrai quand tu commences n'importe quoi. Donc, mais bon, en plus en boxe, tu vas être ridicule, mais en plus tu te prends des patates. Donc vraiment, t'as plus d'ego. Ton ego, tu le ranges à l'entrée du club et puis tu le mets de côté. Voilà, c'est ça. Tu le laisses dans le casier exactement. Et, et voilà, donc ouais, effectivement, sport de combat, très bien, mais plus globalement, on peut même élargir. Je pense que commencer régulièrement des nouvelles activités et réapprendre à être nul, en fait, finit par te préparer à l'entrepreneuriat. Hein. Tu vois, je répondais à Naël, tout à l'heure, je disais, en fait, celui qui a soif d'apprendre, c'est un éternel débutant. Celui qui campe sur ses expertises toute sa vie, justement, je pense qu'à un moment donné, il peut lâcher et il peut s'éloigner d'humilité, etc. Il est plus confronté à l'adversité et donc, en fait, il reste dans sa zone de confort et ça enlève justement cet aspect aller vers la difficulté, aller vers l'autre, sortir de sa zone de confort. Donc, je pense qu'un mec qui est curieux d'apprendre et qui veut se former sur des sujets, donc dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on te force à faire en fait. On te force à être curieux. De toute façon, c'est simple, un entrepreneur qui n'est pas curieux, je pense pas que ça existe. Ah non, c'est clair que non. Et puis en plus, tu as tellement besoin de t'enrichir de tellement de trucs différents et tu as tellement besoin de parler à des gens qui sont différents parce que le but aussi quand tu es entrepreneur, c'est de toucher un maximum de monde et de réussir à percuter un peu tout le monde là où ça fait mal et là où ça fait. Enfin, de réussir à comprendre les problèmes de tout le monde et leurs désirs les plus profonds aussi. Que du coup, tu es obligé d'être ouvert d'esprit. Donc, ouais, je suis 100% d'accord avec toi. C'est clair que du coup, ça t'aide à t'ouvrir l'esprit, à être curieux et puis encore une fois, ça t'apprend à de nouveau être le plus nul de la salle. Ça, c'est une de mes phrases préférées et je trouve qu'il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. C'est à toujours faire en sorte d'être le plus con de la pièce ou le plus nul de la salle, tu vois. Histoire de tirer vers le haut en permanence. C'est ça. Alors, c'est Cédric, je l'ai entendu chez Cédric Anissette, mais c'est peut-être pas de lui, hein, mais de toujours être le plus nul de la pièce, quoi. Si t'es le plus intelligent de la pièce, ça va flatter ton ego, mais en fait, il y a un moment où ça sert à rien, ça va rien t'apprendre. Donc, toujours être le plus nul de la pièce et toujours être le moins fort de la salle. Le moins fort de la salle, voilà, c'est ça exactement. Donc, dès que tu sens que tu es un peu trop high level, toujours repartir dans un endroit où tu vas aller chercher encore plus haut, etc. Et ça pour le coup, c'est une qualité que je trouve chez pas beaucoup de gens, quoi. Et c'est pareil, ça c'est de l'ego, quoi. T'as pas envie
mettre ton ego de côté, tu as envie au contraire d'être, de pouvoir être celui qui parle, etc. et pas celui qui écoute. Enfin, c'est tout un travail sur soi aussi. Donc, ouais, complètement. De commencer régulièrement des nouveaux trucs, ça, c'est hyper enrichissant. Un mec que je suis dans le milieu de l'haltérophilie, là, dit justement, si t'es le plus fort de ta salle, t'es pas dans la bonne salle. C'est clair. Et tu progresses plus, en fait. C'est clair. C'est clair. Alors après, tu peux aider les autres, tu peux t'en occuper, etc. C'est dans ce sens où tu progresses. C'est pour ça que tout coach, un coach qui s'entraîne pas, déjà un coach qui s'entraîne pas, bon, voilà, c'est pas un coach, parce qu'il n'est pas confronté à tout ce que ses élèves doivent supporter. Mais encore pire, je pense qu'un coach qui sort pas de sa zone de confort, donc, soit qui fait pas de compétition, bon après il peut ne plus en faire parce qu'il est trop vieux, mais soit qui pratique pas, pour moi tu perds de ouf en expertise en fait, parce que tu peux pas te mettre à la place de ton gars. Tous mes coachs, ils font soit de la compète, et surtout ils appliquent ce qu'ils m'enseignent, tu vois. Toi, voilà, tu fais exactement ce que tu m'as dit de faire, je vois que ça marche et donc j'ai confiance en toi. Mon coach en haltéro, bon bah, il fait les championnats de France, mes coachs de boxe pareil, bon ils sont anciens à la boxe, hein, mais ils ont fait leur temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. La seule nuance que j'apporte à ce truc-là, c'est des fois, tu as des coachs sportifs qui veulent, je sais pas, qui a un mec et qui veut lancer un programme de coach sportif pour les femmes, je sais pas, en post-natalité ou je sais pas, moi, pour des seniors, alors qu'eux-mêmes sont pas seniors, alors qu'eux-mêmes sont pas des femmes, ou alors qu'eux-mêmes, évidemment, sont pas dans une situation où ils viennent d'avoir un enfant. Et du coup, le truc, c'est est-ce que je suis crédible? Aujourd'hui, ça peut arriver, ouais, complètement. Je me lance pas. On commence doucement. On commence doucement, on se chauffe, premier épisode, on va rester tranquille. Okay. Du coup, non, que je dis ça en rigolant, si t'as envie, on se lance là-dessus, mais du coup, oui, je disais, du coup, est-ce que le mec se dit, est-ce que je suis crédible? Tout à fait, ouais. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, et du coup, effectivement, il y a une part de, si t'as pas vécu le truc, c'est compliqué d'en parler. D'un côté, t'as des gens qui, je pense, développent une très forte empathie ou qui ont un regard justement extérieur qui est hyper intéressant. On prend souvent, quand il y a ce débat, l'exemple de Mourinho, tu vois, alors je crois Mourinho, faudrait vérifier en foot. Faudrait vérifier. L'entraîneur de Liverpool. Là, je sais pas si. Il a jamais joué, lui. Non, il est pas Liverpool. Ah, l'entraîneur de Liverpool. Il a jamais joué, il a jamais été joueur. Bon, bah voilà, tu vois. Je crois pas. Bon exemple. Mourinho, je Ouais. crois pas non plus. Ou alors, c'est des mecs qui ont joué, mais à un niveau pas incroyable. Et pour autant, Ouais. c'est des super coachs. Alors après, bon, il y en a toujours qui vont te dire qu'il y a mieux, hein, bien sûr. Mais Ah si, il a joué Klopp. il a joué en club. Mais après, est-ce qu'il a joué au très haut niveau? Je sais pas. Bref, ça existe. Des mecs qui sont des super coachs, mais qui n'ont pas été au haut niveau dans la discipline qu'ils enseignent. Mais je pense que avec la bonne empathie et puis le bon, comment dire, une bonne capacité d'analyse, tu vois. Peut-être même que le fait qu'il ait jamais vécu le truc va pas le biaiser, parce que par exemple, de la même façon, un excellent athlète va pas forcément être un bon coach. Je l'ai vécu en boxe, hein, j'ai été dans le club de mecs qui ont été des super athlètes, mais je suis désolé, c'était pas des bons coachs. Objectivement, hein, voilà, c'est pas pour critiquer, mais bon, en tant qu'élève, mon ressenti, c'est que ces personnes-là m'ont pas fait monter de niveau, parce que, alors qu'elles ont été des athlètes bien plus fortes que d'autres coachs que j'ai eus qui ont été des moins bons athlètes, tu vois. Donc je pense que des fois, quand tu as été athlète de haut niveau, du coup, toi, tu as réussi avec une certaine façon de faire, qui est peut-être plus valable aujourd'hui, qui était peut-être bonne pour toi, mais qui pour la majorité des gens serait pas bonne, tu vois. Je sais pas, je connais des boxeurs qui ont eu des coachs très 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 durs. Bah, peut-être que pour un autre boxeur, il lui faudra un coach plus pédagogue, tu vois, qui sera plus calme, etc. Et du coup, je suis d'accord avec toi qu'un coach qui se remet pas en question, qui se challenge pas, ça je suis d'accord à 100% avec toi. S'il est plus du tout dans le game et qui se challenge pas, bon bah ça peut pas être un bon coach. Mais est-ce que pour autant il est obligé d'avoir été au très haut niveau dans la discipline qu'il enseigne? Pas sûr. Ça pour le coup, je pense que. Mais il faut du coup qu'il ait développé une bonne empathie, une bonne analyse, quoi. Ah voilà, une big empathie, une analyse bien précise. Il faut que le mec il aime les gens. Oui, effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est sûr. C'est sûr. Déjà en général, de toute façon, pour accompagner les gens, il faut les aimer. Complètement. Si Ouais, complètement. je
pense que c'est pas tout le monde qui a cette... Je pense que c'est une qualité, du coup, d'aimer les gens, d'aimer les autres. Parce qu'au final, si tu les aimes, tu t'intéresses à eux, en fait. Sans dire d'être à disposition, tu vois, de n'importe qui, n'importe quand. Mais moi, par exemple, on en parlait, je crois, la dernière fois, mais il y a un clochard qui habite en bas de chez moi. Bon, le mec, maintenant, je tape la discute avec lui quand il sent pas trop mauvais. Et au final, je pense que rien que ça l'aide, parce que ces gens-là, je pense que... Bon, là, je digresse, mais en vrai... Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse. Ce sont des personnes qui, à mon avis, n'ont pas vraiment envie de sortir d'où ils sont. C'est vraiment ce que je pense, moi, hein, parce qu'il y a des centres d'aide, il y a des choses qui sont mises en place gratuitement pour les sans-abri. Moi, je pense que, pour avoir vu plusieurs expériences de clochards qui sont devenus PDG ou des choses comme ça, je pense que quand tu es un minimum débrouillard, alors forcément si tu es malade ou quoi, mais pour moi, 2 bras, 2 jambes, tu te lèves, tu vas travailler. Tu vas travailler, tu vas te sortir de ta merde. Et je rejoins un truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est que quand tu vis tellement, quand tu es tellement dans le mal-être, en fait, le fait de te sentir bien, ça te fait peur. Parce que tu n'as plus l'habitude, en fait. Et je pense que ces gens-là, ils sont tellement instables, mais rien que physiquement, en fait. Ils n'ont pas de toit. Les mecs, ils n'ont pas de toit, donc c'est l'instabilité par définition. Et je pense que les mecs, tu les mets dans des appartes, ils sortent. Hein. Ils restent pas dedans. Donc, ouais, tout ça pour dire que je pense que si tu veux travailler, il y a de quoi faire. Oui, c'est clair. Et l'empathie, ouais, qualité super importante. Hein. Nous, on s'en parle souvent là en ce moment dans notre couple. C'est un peu notre challenge actuellement. C'est un peu notre sujet de discussion. C'est effectivement l'empathie, parce que effectivement, sans empathie, tu peux pas, comment dire, t'es hors compte, tu tombes à côté à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que si nous en plus dans nos métiers là où on accompagne des personnes, que ce soit dans le business, dans le sport, si ce que tu dis tombe au mauvais moment ou si tu le dis pas de la bonne façon, ça va pas être reçu pareil. Donc si t'as pas d'empathie et si t'es pas capable de comprendre ton client, et après même, tu vois, on élargit à l'entrepreneuriat, quoi, c'est pareil. Je veux dire, un restaurateur qui ou le serveur vient discuter avec la personne, etc., et vient lui demander un petit peu ses goûts culinaires, et puis à la fin lui recommande un plat sur la carte, bah, il a tout compris, quoi. Mais ça demande de l'empathie. Si tu es un simple serveur, bah, tu vas juste servir les repas et puis tu t'en fous. Puis si tu es un serveur empathique, bah, tu vas aller discuter et puis tu vas finir par comprendre les goûts de la personne, etc. Donc ouais, l'empathie, je te rejoins, c'est super important. C'est aimer les gens, c'est ouais, ça. Bien sûr. Si t'aimes pas les gens, si t'aimes pas l'autre, qu'est-ce que t'as pas de raison d'être empathique. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Le mec, t'en as rien à foutre du mec. C'est clair. Ouais, c'est clair. Après, c'est une question d'éducation aussi, je pense. C'est une question d'éducation, je pense. Hein. Et puis, toi, tu peux t'éduquer à l'empathie aussi. Je pense qu'on peut tous s'éduquer à l'empathie. Voilà, c'est ce que tu fais avec tes élèves. Voilà, oui, alors clairement, c'est vrai que du coup, vu que les élèves que j'accompagne eux-mêmes ont vocation à effectivement accompagner des gens et à vendre surtout et à communiquer, bah, ça te demande de l'empathie. Du coup, là, on sort de l'amour parce que là, on n'est plus sur l'amour. Et encore que, j'ai envie de te dire, si tu es convaincu que ta prestation elle apporte du positif, et c'est le cas, je veux dire, quand tu es coach sportif, tu peux que apporter du positif aux gens. Hein. Clairement, tu peux pas être là à te poser des questions sur est-ce que je dois vendre, pas vendre. Bah oui, en fait, si tu es convaincu que ton métier il apporte de la valeur et que tu vas faire grandir la personne, ton client, et que tu vas faire grandir ton client, bah oui, bouge-toi pour apprendre à vendre, et au contraire, ça va te nécessiter tu vas faire appel à de l'amour et à de l'empathie au niveau des valeurs, parce que voilà. Donc après, l'objectif, c'est si en plus tu peux combiner empathie, amour avec, en plus je gagne ma vie avec ça, bah c'est génial, et de toute façon, c'est ce que je fais. La création de valeur, c'est ça. Hein. Ouais. Moi, c'est ce que je fais, hein. Comme tu dis, moi je suis convaincu que j'apporte énormément de valeur à mes élèves. Je sais que je les fais grandir. Donc en fait, en appel, et ça, avec ton travail, bah, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai mis mon empathie naturelle et mon amour des gens, entre guillemets, au service de
de mon gagne-pain en fait. J'en ai Bien sûr. fait. Donc, c'est-à-dire que quand je passe en appel avec mes prospects, d'en faire des clients entre guillemets, d'en faire des gens que j'accompagne, ça devient mais facile en fait. Je suis convaincu, moi en appel prospect, là j'en ai un d'ailleurs tout à l'heure à 19h30, je suis convaincu que ce mec-là, je vais lui apporter une plus-value dans sa vie. Donc automatiquement, et je pense qu'avec mon verbal, etc., vu que je fais les appels en visio, tu sais, je pense que c'est ça qui fonctionne en fait. Je pense que les gens ils le sentent et je pense que pour bien vendre, de toute façon pour bien vendre, j'ai pas fait d'études de commerce, mais là je l'apprends moi-même en fait, puis tu me l'as toujours dit, il faut déjà connaître les besoins de la personne que tu as en face de toi et les comprendre. Et si tu arrives, et ce que j'ai appris avec toi, c'est que si tu arrives à reformuler et à faire passer le message que tu as compris les problématiques de la personne en face de toi, et qu'en plus tu arrives à lui dire que tu peux l'aider en reformulant, c'est gagné, quoi. Je veux dire, le mec il te suit direct, les yeux fermés. C'est clair. Non, c'est clair. Donc là, effectivement, la vente, c'est beaucoup d'empathie et beaucoup de compréhension. Et voilà. Après, du coup, il y a C'est de l'amour. C'est de la. c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Après, il y a un contre, il y a l'opposé, enfin l'extrême de ça, qui est que pareil, j'ai fait une vidéo tout à l'heure là-dessus. Tu as beaucoup de coachs sportifs qui ont fait de l'associatif. Alors, qui ont fait que de l'associatif. C'est-à-dire que à peine leur diplôme en poche, ils ont rejoint une asso ou ils sont payés par l'asso pour faire donner des cours. Donc en boxe par exemple, tu as beaucoup d'associatifs, hein, mais dans plein de en altéro, dans toutes les communes, en altéro, tu es dans une asso. Et du coup, ces coachs-là ont développé un esprit qui est justement trop empathique. Et pour le coup, qui est plutôt... alors oui, c'est de l'amour, mais du coup, c'est du sacrifice. C'est-à-dire que tu tombes sur du sacrifice. C'est-à-dire que là, tu pars sur le truc où j'aide les gens, mais moi, je m'aide pas moi-même. Donc vraiment, on en rigole, mais c'est vrai que c'est entre guillemets, c'est pas un fléau, le terme est trop exagéré, mais c'est un facteur d'échec qui est énorme. C'est les coachs sportifs qui ont jamais effectivement été dans le business et qui ont toujours fait beaucoup d'associatifs et qui sont très empathiques et très dans l'amour, etc. peuvent avoir aussi ce défaut de s'oublier eux-mêmes et du coup d'avoir peur de fixer un prix qui soit suffisamment élevé pour pouvoir vivre de ce qu'ils vendent. D'avoir pas où sont leurs valeurs. Exactement. Ils ne connaissent pas la valeur de leur expertise. Exactement. Et puis surtout, s'ils voient que quelqu'un est dans le besoin, ils vont faire du gratuit ou ils vont faire du discount, quoi. Ils vont faire du pas cher. Donc, où ils vont donner 3 heures et ils vont facturer qu'1 heure. Donc, c'est vrai que il y a un moment, il faut quand même aussi être dans une certaine rigueur et une certaine stratégie qui t'empêche pas d'être empathique pour autant, mais pour autant, t'es pas dans le sacrifice. Enfin, en tout cas, c'est ce que je dis là, ce que je dis dans plein de contenus. Si tu veux être dans le sacrifice, il faut rester dans l'associatif. C'est-à-dire que tu fais une association à but non lucratif et ça porte bien son nom, tu fais du non lucratif. Donc là, clairement, tu donnes ton temps et tu donnes donc de l'argent pour des gens et tu vas les aider. Tu parlais des sans domicile fixe tout à l'heure, etc. Donc ça, c'est OK. Mais si tu crées une boîte, il faut vraiment réussir à te dire, et c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer à tous ces coachs sportifs-là, et même aux entrepreneurs qui sont un petit peu dans ce modèle-là, c'est si tu crées une boîte, dis-toi que c'est pour toi que tu le fais. Si en même temps tu aides les gens, c'est génial. Et c'est la plupart du temps quand tu crées une entreprise, tu apportes de la valeur, donc tu aides les gens. Mais tu fais pas ça que pour aider les gens. Tu fais ça pour vivre en aidant les gens, vivre de ton activité en aidant des gens. Et si tu veux juste aider des gens, monte une asso et voilà, ça c'est OK. Hein. Après, il faut être OK avec ça. Mais si t'es pas prêt à gagner de l'argent, je suis pas sûr que ça soit si OK. Pour moi, je suis pas sûr que ça soit si OK parce que est-ce que tu fais ça toute ta vie? Non, mais l'associatif, tu peux le faire à côté, quoi, l'associatif. Oui. Voilà. Bien sûr. Ou alors, il y a la vocation, je donne ma vie pour les autres et Mère Teresa. Tu vois, je trouve ça pas sain, moi. Je rebondis sur ce que tu dis parce que je trouve pas ça ultra sain. Parce que si tu n'as pas conscience de la valeur que tu distribues, donc tu ne peux pas te vendre, donc tu ne peux pas en vivre. Et donc, tu es contraint à faire donc du gratuit ou bon voilà. Et ça dure pas. Tu vas le faire quoi? Tu vas le faire 10 ans, 15 ans. Clairement. Et après, et après, il y a quoi? Il y a rien qui tombe parce que pendant 10-15 ans, tu n'auras jamais appris de 1 à te vendre, tu n'auras jamais appris.
Et ouais, c'est sûr que... Non, moi ce que je disais, c'est que justement, ils doivent pas monter leur boîte, ils doivent faire que de l'associatif, mais monter pas de boîte, c'est ce que je veux dire. Oui, non, t'as raison, c'est pas viable, oui. quoi. Monte pas de boîte Non. si t'es pas prêt à facturer, si t'es pas prêt à te donner un prix. Moi, justement, je parle de ceux... Ouais. Toi, tu parles de ceux qui se lancent que dans l'associatif, tu veux dire Ouais, même. Dans tous les cas, il y a un moment où il faut bien vivre de quelque vivre chose. Donc voilà, non mais c'est ça. Dans tous les cas, tu peux pas vivre comme ça dans le monde des bisounours. Mais au début, pourquoi pas, pour te lancer, pour prendre confiance, ouais, ok. Mais tu fais pas ça 10 ans. Non. Ah bah tu finis salarié et puis généralement tu finis salarié sur un truc où tu te reconnais pas du tout. Et voilà, donc c'est vrai que dans le sport. Moi je me suis toujours dit l'associatif, j'en ferai le jour où à côté ça tourne où moi-même où ma famille ça roule. En fait où tout roule, tout est à peu près régulier. Ça c'est ça. À ce moment-là, je donne, tu vois, et je donne du temps. Plus que de l'argent d'ailleurs, parce que je pense que voilà, donner du temps, c'est une super valeur, ça apporte vraiment aux associations. Mais tant que moi, ma famille, elle roule pas, et que moi-même, je roule pas, et que tout n'est pas encore fluide à 100%. Comment tu veux aider les autres de toute façon? Si tu t'aides pas toi-même, comment tu veux espérer aider les autres? Exactement. Il y a un politique qui en parlait, je sais plus c'est lequel, mais bon, on va rentrer dans des zones tendues. C'est la fin de toute façon là. Il disait, oui, bon, d'abord je m'occupe de mon foyer. Il tient la route, ma famille tient la route, je subviens aux besoins de ma famille. Ensuite, je m'occupe de ma famille un peu plus éloignée. Je les aide tant que je peux. Ensuite, je vais essayer, si je peux, si j'ai aidé déjà les premiers niveaux, famille éloignée, les étrangers. Et ensuite, si je peux, les étrangers encore plus. Bon, voilà. Ah bah là, t'as le mot étranger, c'est extrêmement simple. Ouais. Non, je trouve ça sain aussi, dans le sens où, enfin, l'argument à ça, parce que bon, on peut tout de suite donner le contre-argument de ouais, mais pourquoi classer étranger, pas étranger, etc. En fait, le truc, c'est d'aller du plus simple au plus complexe. C'est-à-dire que aider quelqu'un, s'aider soi-même, déjà, c'est le plus simple, enfin, c'est le plus accessible, en fait, entre guillemets. Aider les gens que tu connais, enfin, les gens de ta famille, c'est encore plus simple aussi parce que c'est ceux que tu connais depuis le plus longtemps. Ensuite, aider tes amis, bah, pareil, tu les connais depuis longtemps ou tu es en contact fréquemment avec eux. Mais les gens que tu connais absolument pas et que tu vois que de temps en temps, etc., ça va être très, 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 très dur de les faire varier de leur trajectoire. Même toi, sans domicile fixe, je suis sûr qu'en discutant une fois par semaine, toutes les semaines pendant un an, tu vas réussir à faire varier la trajectoire de quelques millièmes, mais pas non plus un truc énorme. Alors que quelqu'un de ta famille, etc., tu vas le voir souvent, tu vas être en contact avec lui, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Et même en termes, voilà, juste purement de efficacité, juste il y a un moment où vouloir aller aider des gens que tu connais pas, alors que toi-même t'aides pas ta famille, tu t'aides pas toi-même, etc. Il y a un moment où c'est une priorité. C'est pas logique, quoi. Ça s'appelle le sens des priorités, ça s'appelle se responsabiliser. Bon voilà, qu'est-ce que tu vas t'occuper, comme tu le dis, des plus complexes, entre guillemets, donc ceux qui ne sont pas proches de toi, si tu n'es pas capable déjà de t'occuper premièrement de ton couple, ensuite de t'occuper de tes gamins, et ensuite, etc. etc. Et en plus, voilà. Je dis ça, moi j'ai toujours eu cette vocation à faire de la politique, faire de l'associatif, j'ai toujours kiffé un peu ce truc-là d'essayer d'apporter de la valeur aux gens, etc. Donc en plus, je dis ça vraiment de ce point de vue-là, où moi, ça fait... avant de faire mes études de commerce et avant de monter ma boîte, etc., j'ai fait 2 ans de droit parce que je voulais faire Sciences Po, parce que je voulais faire de la politique. Donc, j'ai toujours eu un peu cet idéal de je veux aider les gens, je veux aider la population, etc. Mais je pense que quand tu crées un business... Alors déjà, bon, ça va rejoindre sport et business, ça va rejoindre les deux. Je pense que quand tu crées un business, tu as un impact de fou, quoi. C'est-à-dire que là, toi, tu vas accompagner des gens à se remettre en forme. Ça va avoir un impact incroyable dans leur vie parce que quand tu as la santé, après, laisse tomber, tu fais que des trucs de ouf dans ta vie. Moi, de mon côté, je vais aider des entrepreneurs, des coachs sportifs à gagner leur vie avec leur activité. Derrière, ils vont pouvoir faire plein de projets, faire plein de trucs. En plus, quand tu es visible sur les réseaux, ça t'ouvre plein d'opportunités, etc. Donc, en fait, l'impact que toi et moi, là, on a aujourd'hui, je pense que si on était à la place de ça, si on avait été, je sais pas, faire autre chose, et puis à côté, on avait fait une association, on avait fait de la politique, ok, la politique, tu vas distribuer des tracts, tu vas dire aux gens votez pour lui, votez pour machin. Ton impact, il existe parce que la politique c'est important, faut qu'il y en ait, mais par rapport à un business qui marche. Et aujourd'hui, tu regardes Elon Musk, tu regardes des big entrepreneurs de la planète,
ils ont une influence qui est 10 fois plus grande que certains chefs d'État, etc. Donc, quand tu crées une boîte, tu as un impact hyper positif et tu peux donc te retrouver. T'as pas soit le choix égoïste de monter ta boîte, soit le choix généreux de faire de l'associatif. Tu peux faire les deux en montant ta boîte, quoi. Faire les deux, bien Tu sûr. peux faire les deux. Et un restaurateur qui fait à manger super bien, il va mettre en valeur tu vois, la cuisine française, il va régaler les gens, il va régaler des familles, il va machin, enfin il va avoir un super impact sur la vie de quartier, il va peut-être attirer des gens dans le quartier qui vont acheter dans la boutique d'à côté. Et puis mine de rien, il va générer des impôts, il va générer des trucs qu'il va reverser à l'État. Et voilà, donc voilà. Donc ouais, il n'y a pas de je veux faire de l'associatif, je veux monter ma boîte. Tu peux faire les deux, tu peux monter une boîte qui apporte. Et puis à côté, tu peux monter ta boîte, quoi. Ouais, après, c'est une bonne stratégie pour moi hein, de commencer par de l'associatif pour te former, pour prendre confiance. Parce que au début, quand on est sorti du diplôme, on peut faire face au syndrome de l'imposteur. Alors, je t'en parle pas si en plus il s'agit de créer du contenu sur les réseaux. Ça, c'est encore pire. Ouais, non, c'est. Mais étape par étape, sachant qu'à n'importe quel moment, il va falloir, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. C'est sûr. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, une association, tu as l'habitude que les gens ils viennent d'eux-mêmes parce qu'en fait, c'est tellement. C'est déjà un truc très local, c'est très local, donc dans chaque commune, tu as des assos. Donc tu as les portes ouvertes, tu as le forum des associations, etc. Les gens viennent. Voilà, les gens viennent, c'est pas trop cher, donc les gens viennent. Ils connaissent tout le monde du quartier après, donc c'est super sympa. Bref, il y a plein de trucs qui font qu'en fait une asso n'a absolument pas besoin de communiquer. Moi, par exemple, cette année, je cherchais un club de boxe anglaise. Les trois quarts, je les ai pas trouvés parce qu'en fait, ils ont même pas de fiche Google, ils ont même pas de Facebook. Il y en a un là, ça fait une semaine, je le contacte sur Instagram, sur Facebook, par téléphone. Il y a personne qui répond. En fait, c'est un truc de ouf, mais ils s'en foutent parce qu'en fait, voilà, les gens vont venir quand même et voilà. Donc c'est vrai qu'en plus, ça te donne ce mauvais pli de les gens vont venir d'eux-mêmes. Alors que quand tu vas monter ta boîte, si tu fais rien, il y a personne qui va venir, mon gars. Tu vas être tout seul. C'est ça, exactement. Ouais, c'est le gros pli et c'est qu'après tu te dis mais putain, faut aller vers eux. C'est ça, exactement. Personne va venir vers toi en fait. Si t'arrives pas à te vendre, personne viendra vers toi. Exactement. Écoute, l'heure passe et je crois que toi tu as un impératif dans 10 minutes. Donc ce que je te propose, c'est qu'on clôt le premier épisode. J'espère que tu as kiffé, moi j'ai kiffé. Ouais, je pense qu'on peut mettre une petite routine parce que ça peut intéresser plus d'un. J'aimerais que tu nous conseilles, donc là c'est à ton tour parce que c'est toi qui te présentais, j'aimerais que tu nous conseilles 3 bonnes lectures. Pour revenir à ce qu'on disait au début du podcast, les 3 lectures qui t'ont mis un coup de pied au cul pour te lancer dans l'entrepreneuriat ou alors qui t'ont vraiment propulsé. J'ai ma petite idée, mais vas-y. Ouais, non, j'étais déjà sur Audible pour chercher les derniers bouquins que j'avais lus. Non, si tu me dis les 3 bouquins qui m'ont aidé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Les 3. Robert Kiyosaki, donc Père riche, Père pauvre. La base de la base de la base de la base. Ah ouais, tu me prends bien au dépourvu là. J'avoue que celui-là, j'y avais pas pensé. Pas forcément entrepreneuriat, hein, ça peut être dev perso pur. Où je sors. Alors, dev perso pur, le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle. Enfin, c'est le nom de l'auteur, c'est Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent, incroyable. Miracle Morning, pas mal, mais je ne le mettrai pas dans le top 3. Après, tiens, je vais me mettre sur un film, là, le fondateur. Le fondateur de McDonald's, là, c'est le fondateur. Hein, c'est magnifique. Ça, fondateur. Okay. Je vais rester sur ce film-là parce que justement, ce film te montre le besoin de persévérance, de résilience et le besoin de prospection, du coup, quand tu montes un business. Et quand tu vois le mec d'où il est parti, et tu vois vraiment dans le film, je trouve, tout ce parcours-là d'apprentissage. Et c'est assez génial. Donc pour le coup, lui, en termes d'apport de valeur, etc., bon, on peut en reparler, mais juste sur le parcours entrepreneurial, c'est super sympa. Donc on va rester là sur ces 3 ouvrages-là qui sont top. Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. Yes. Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et le film de McDonald's, donc le fondateur. C'est le fondateur, hein, The Founder, avec un bel accent anglais. Voilà, c'est ça. Je ne saurais pas dire de qui il est. Mais voilà. Et on reste aussi sur une routine. On s'est dit peut-être d'essayer de publier. En tout cas, on essaiera de publier un podcast par semaine. On va essayer de s'y tenir. On s'engage peut-être.
On va s'engager. On s'engage là. On s'engage. On vous cache pas qu'on aurait dû en faire un déjà. Et puis au niveau matériel, j'ai un peu foiré au niveau du matos. C'était n'importe quoi. Ça, ce sera à raconter un jour dans une sorte de bêtisier de ce podcast. Mais on va essayer d'en faire un par semaine. De ce qu'on a dit tout le long du podcast, on arrive, on est débutant, on n'y connaît rien. Bon, heureusement qu'on a une petite expérience dans l'audiovisuel entre guillemets, mais vraiment minuscule. Et puis, c'est vraiment la route là. Mais voilà, on tente et on verra bien. Puis du coup, n'hésitez pas, encore plus si vous êtes parmi nos potes, notre famille, n'hésitez pas à partager ce podcast, parce que si vous ne le partagez pas, là pour le coup, pareil, on a vos numéros, donc on vous retrouvera. Et puis, et puis voilà, si vous êtes des gens qui nous connaissez via nos business respectifs, n'hésitez pas à partager aussi, parce que on parle de sport, d'entrepreneuriat, donc ça peut intéresser tout le monde. Et puis voilà, si vous découvrez ce podcast, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi, si la qualité de l'image, du son, suggestions et tout, on est ouvert. Hein. Voilà, les avis, super importants, même négatifs, publiez un avis. Vous êtes obligé, de toute façon, si vous êtes arrivé là jusqu'à la fin du podcast, alors vous allez publier un avis, positif ou négatif, peu importe. Mais marquez un commentaire, ça va nous aider à booster l'algorithme et à être visible. Magnifique. Et je te remercie, Kevin. Et puis on se dit à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.